Le webinaire va être du coup co-animé par Olivier Alloire, directeur de GC, qui vous présentera dans un instant l'Institut GC, et moi-même, du coup, Jérémy Lefebvre, cofondateur et CEO d'Episto, solution technologique d'enquête via les réseaux sociaux que je vous présenterai également dans une minute. Donc, bonjour à tous, merci de participer à ce webinaire. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, donc moi Olivier Alloire, je suis le directeur du cabinet GC, créé il y a un peu plus de 15 ans maintenant. On est vraiment expert dans tout ce qui est études quantitatives, qualitatives, donc vraiment dans tout ce qui est enquête et sondage, avec, vous le voyez, des domaines d'intervention variés, notamment notre premier secteur d'intervention et historique aussi, la culture et tout ce qui est loisirs. Sport, tourisme, et on travaille également pour pas mal d'institutions, entreprises sur des enquêtes diverses et variées qui peuvent aller sur de l'enquête de satisfaction, de l'étude de notoriété, de l'étude des publics et jusqu'à aussi de l'étude d'impact économique, avec une intervention vraiment sur toute la France. Et notre cabinet est basé à Rennes, avec une partie pour tout ce qui est enquête téléphonique à côté de Lyon également. Ok, à mon tour du coup de vous présenter Episto. Donc Episto, comme j'ai commencé à l'introduire, c'est une solution technologique d'enquête et d'études qui exploite les réseaux sociaux. Société qui est un tout petit peu plus jeune que GC puisqu'on a fondé cette société-là en 2018. Aujourd'hui, c'est une solution technologique qui est utilisée par les plus grands instituts d'études comme ceux que vous voyez à l'écran, mais aussi également par certains annonceurs. Notre grande force, c'est notre capacité en fait à exploiter les réseaux sociaux pour aller trouver et interroger des répondants qui vont intéresser nos clients, y compris des répondants dans des cibles très niches, et de les interroger en fait simplement en quelques jours, peu importe la cible à laquelle ils appartiennent, de manière vraiment très agile et très rapide. Et c'est ce qui nous permet d'aller, notamment dans ce cas précis de cette étude, interroger des supporters de clubs spécifiques et de les trouver en fait relativement facilement grâce à notre technologie d'enquête qui repose sur les réseaux sociaux. Donc, la cible du supporter, c'est un exemple de cible qu'on est capable de traiter. Après, bien évidemment, on est capable de traiter beaucoup de cibles liées au sport. On travaille notamment beaucoup avec Decathlon dans ce sens-là. Je présente rapidement le sommaire et puis je te laisserai la main, enfin le sommaire, la méthode, je te laisserai la main ensuite, Olivier. Aujourd'hui, on va revenir sur, on va d'abord bien évidemment vous présenter la méthodologie, parce que c'est important que vous compreniez comment on a construit cette étude, cette enquête, co-construite avec GC. On va revenir sur la sociodémographie du supporter, qui sont les supporters de Ligue 1 et de clubs de Ligue 1 qu'on a interrogés pour faire cette enquête. Et ensuite, on reviendra sur deux grandes thématiques qui sont en fait le retour au stade dans cette première saison qui, on l'espère, sera vraiment une saison post-Covid. Comment les supporters se projettent dans le fait de retourner au stade et sous quelles conditions. Et ensuite, on traitera aussi la thématique de la diffusion du contenu de Ligue 1 dans un contexte très particulier, on le sait tous, dans lequel on a un nouvel acteur entrant, Amazon, qui en fait arrive dans le paysage audiovisuel footballistique français. Un petit point sur la méthodologie. Donc, on a interrogé pour cette enquête 2500, un peu plus de 2500 répondants sur l'ensemble de la France métropolitaine. On les a recrutés en 5 jours entre le 22 et le 27 juin grâce à des posts sponsorisés sur les réseaux sociaux. Donc, c'est notre méthodologie, c'est-à-dire qu'on met en place des campagnes publicitaires qui nous permettent de recruter des répondants qu'on interroge ensuite avec des questionnaires conversationnels qui sont très faciles à utiliser pour eux. La définition du supporter de Ligue 1 qu'on a utilisée pour sélectionner ces répondants, c'est celle que vous voyez à l'écran. C'est des gens qui soit vont au stade, soit regardent des matchs à la télé et ou sur Internet. Et on a trouvé intéressant de faire un focus sur 5 clubs spécifiques pour lesquels, en fait, on a recruté un petit peu plus de répondants que pour les autres clubs. Donc, sur l'ensemble des 2500 et quelques répondants que l'on a recrutés, pour chacun des clubs que vous voyez en bas à droite de votre écran, on a recruté 400 répondants. Donc, voilà, on a fait des focus spécifiques sur chacun de ces clubs. Alors, si je peux juste ajouter, moi, sur la méthodologie en tant que cabinet d'études, alors c'est vrai que nous, on travaille depuis maintenant 2 ans avec Episto, qui propose justement de mettre en place des protocoles d'études qui nous permettent d'aller cibler des profils particuliers. C'est-à-dire que ça vient en complément du type d'études qu'on pouvait faire auparavant
par téléphone notamment. Et avant, s'il fallait faire une étude sur les supporters de foot, il aurait fallu mettre en place un protocole téléphonique. Et là, ça nous permet, cette nouvelle solution de recueil, d'aller assez vite et de cibler assez rapidement. Donc nous, ce sont aujourd'hui des types d'enquêtes que l'on met, que ça soit sur des communes, que ça soit sur des agglomérations, voilà, sur vraiment que ça soit habitant ou sur des cibles particulières. Donc je voulais juste le souligner parce que ça vient en complément des méthodologies de terrain qu'on peut mettre en place entre du face-à-face, du téléphonique, de l'emailing quand on a une base, client ou spectateur ou public, ou téléphonique. Donc voilà, c'est complémentaire et ça permet aussi du coup d'élargir nos méthodologies d'enquête, quoi. Alors moi, je vais revenir sur les résultats de cette étude. Déjà, d'aborder qui sont les supporters de Ligue 1. Alors, ce qu'il faut retenir, même si je vais le détailler par la suite, hein, ce qu'on retient, c'est que le supporter de Ligue 1 en grande majorité, ce sont des hommes. 8 supporters sur 10 sont des hommes. Alors, également, au niveau de l'âge, là, c'est intéressant, et au niveau aussi catégorie socio-professionnelle, au regard de la population française, on retrouve finalement un peu toutes les typologies d'habitants. C'est-à-dire, il y a vraiment tous les âges sont représentés et toutes les catégories sociales, même si on va retrouver un petit peu moins de personnes retraitées ou de plus de 65 ans, et aussi une part plus importante d'employés par rapport à la population française. Donc ça, ces résultats. Donc c'est pas la première fois que nous on a ces résultats, puisqu'on a pu travailler il y a quelques années sur des études, notamment pour le FC Lorient ou même le FC Nantes, ou sur d'autres aussi clubs, et on retrouvait aussi cette sociologie-là qui est assez proche. Donc c'est intéressant, puisque la méthode qu'on a utilisée, on voit bien qu'on retrouve aussi les mêmes résultats et les mêmes tendances sur cet échantillon de 2500 supporters. Donc, bon, je passe rapidement, mais c'est ce que je viens de dire, c'est juste pour vous montrer graphiquement. Vous voyez, sur la population française, on est à quasiment 50-50 hommes-femmes, et là, on est à 83-17% de femmes, 83% d'hommes. Ça vient juste confirmer. Voilà la répartition des tranches d'âge, elle est assez proche. Alors, le drapeau français, c'est la répartition INSEE du recensement. Donc, vous voyez que c'est assez proche. On retrouve vraiment toutes les classes d'âge, à part sur les 65 ans et plus. Et comme je l'ai dit, sur les catégories socio-professionnelles, vous voyez, on retrouve aussi les supporters, qu'ils aillent au stade ou qui regardent les matchs à la télé. On retrouve une répartition entre les CSP+, que nous, on catégorise entre les cadres et les professions intermédiaires, et les CSP-, qui sont les employés et les ouvriers au sens de l'INSEE. Et puis les inactifs, c'est-à-dire les retraités et les étudiants. Vous voyez, on retrouve une répartition assez homogène et assez proche de ce qu'on peut trouver aussi sur l'ensemble des Français. Donc ça, c'est intéressant de le savoir. On a souvent tendance à dire que le supporter de foot est un peu mis dans des cases plutôt, on va dire, des fois CSP-, alors que c'est pas du tout le cas. Et nos autres enquêtes le démontraient aussi. On a vraiment une sociologie diversifiée, et ça touche vraiment toutes les typologies de personnes. Donc après vous avoir présenté ce profil du supporter, on va aller sur la pratique du football, qui vient finalement aussi sur le profil du supporter, mais plutôt sur est-ce qu'il a un lien ou pas fort avec le football en tant que pratiquant. Là aussi, ce qui est intéressant, et ça confirme aussi des résultats qu'on avait déjà auparavant, et peut-être que vous avez eu sur des enquêtes que vous pouvez peut-être mener auprès de vos publics. C'est aussi que la plupart des supporters ont déjà pratiqué de football en club, 7 sur 10 au cours de leur vie. Alors certains maintenant ne jouent plus, hein, puisqu'ils ont stoppé, soit pour blessure ou soit parce qu'ils sont trop âgés pour jouer. Mais voilà, près de 7 supporters sur 10 ont déjà joué en club au cours de leur vie. Vous voyez en dessous, bon, un peu moins les femmes, hein, mais les supportrices femmes sont 26% à avoir joué au football, alors que les hommes, on est plus. Et également, alors on leur a demandé ce qu'ils ont joué au football ces 3 dernières années
en comptant en plus, puisqu'il y a eu la période de la crise sanitaire, on n'avait pas accès au stade. Est-ce qu'ils ont aussi profité de jouer, alors soit un peu en club, puisque ça a repris plus tôt que certains sports, ou avec des amis? Là aussi, on a une part très importante qui a joué au football récemment, dont 19% en club. Alors, on a voulu voir aussi, on voulait voir si c'était discriminant. Est-ce que le supporter de Ligue 1 était aussi quelqu'un qui alors ne supportait que la Ligue 1 ou est-ce qu'il regardait les autres compétitions de football? Là, bah, c'est assez. Il y a, bon, c'est pas, peut-être pas une grande surprise, mais on a 94% des supporters qui suivent aussi d'autres compétitions. Donc, à partir du moment où on suit la Ligue 1, on suit aussi, là, on est finalement fan de foot, on est un grand pratiquant et on suit aussi les autres compétitions. Et vous voyez, les compétitions les plus suivies, finalement, c'est la Ligue des Champions, bon, Coupe du Monde et l'Euro qui vient de se passer. Et puis après, un peu plus loin, même beaucoup plus loin, la Coupe de France ou l'Europa League. Mais la première, on va dire, de club, c'est la Ligue des Champions de loin, suivie ensuite de Coupe de France et l'Europa League. Donc vous voyez, on n'a que 6% finalement qui nous disent suivre la Ligue 1 seulement et pas les autres compétitions. Là aussi, on voulait voir est-ce que les supporters sont fidèles qu'à un club ou ils supportent plusieurs clubs. Bon, là aussi, hein, finalement, quand on est fidèle, quand on est supporter d'un club, on en a la plupart du temps qu'un et on le supporte depuis un bon moment. Donc, vous voyez, hein, 84%, donc 82% ne supportent qu'un club et depuis plus de 10 ans. Là, on vous a sorti le focus sur les clubs sur lesquels on a souhaité faire un focus. Et là, on voit que bah, l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille ont des supporters encore plus fidèles et aussi plus anciens, quoi. Un peu moins que les Lillois, qui est un club un peu moins, on va dire, récent dans l'élite et surtout au niveau dans les premières places du classement. Alors, le Stade Rennais sort pas parce que, on va dire, il est dans la moyenne des 84%. Également sur la venue au stade, qu'est-ce qui ressort? C'est que bah, la plupart des supporters se rendent au stade pour voir leur équipe favorite. En moyenne, ils se rendent 8 fois par an. Alors, hors crise sanitaire, bien sûr, si on leur a posé la question, hors année Covid, ils viennent 8 fois en moyenne voir leur équipe favorite. Donc, sachant qu'il y a à peu près 19 matchs sur une saison régulière, plus si on prend les matchs de coupe, voire pour certains les matchs de championnat européen. Voilà, ils viennent quasiment sur un match sur trois ou un match sur deux selon le nombre de matchs qui passent au stade. Mais voilà, ils viennent assez régulièrement et la plupart viennent la grosse majorité entre 1 à 3 fois ou 4 à 10 fois. Et vous voyez que finalement, bon là, quand on focus sur les clubs, le Lillois vient plus souvent. Alors peut-être parce qu'il y a peut-être un peu plus de place et une facilité d'avoir des places que au PSG ou à l'Olympique de Marseille, où là, le supporter vient plutôt 1 à 3 fois. Ensuite, on voulait voir aussi est-ce que le supporter de foot, c'est quelqu'un qui supporte en solo ou avec d'autres membres de sa famille, ou des amis. On voit que finalement, le foot est un moment convivial. Que ça soit de se rendre au stade ou regarder à la télé, mais la plupart des supporters viennent accompagner le plus souvent avec des amis. On leur a demandé est-ce que ce sera la même tendance après la crise sanitaire. Oui, ça ne changera pas. Alors la seule différence, c'est que même si les femmes restent minoritaires, quand elles viennent le plus souvent avec leurs enfants ou leurs conjoints. Et finalement, là, c'est l'homme qui est prescripteur hein, dans la venue de sa compagne au stade. Elle vient rarement avec des amis ou seule au foot. Alors, c'est intéressant pour faire le lien, nous, avec toutes nos études qu'on peut faire dans le milieu culturel. Là, c'est l'inverse. Sur tout ce qui est culture, loisirs, hors foot, finalement, c'est plutôt la femme qui est prescriptrice de la sortie, que ce soit pour ses enfants, même avec ses amis ou son conjoint. Et là, pour le coup, on a l'effet inverse. Au niveau là, sur la partie, alors plutôt télé ou Internet, on voulait voir aussi si le supporter qui va au stade regarde aussi les matchs à la télé, et même le supporter en général. Et là, vous voyez, hein,
quasiment tout le monde hein, suit les matchs de Ligue 1 de leur club favori à la télé ou sur Internet. Alors pourquoi on a mis sur Internet? Parce qu'aujourd'hui, on peut aussi avoir des applications, que ce soit sur les chaînes payantes ou sur d'autres applications, où on peut mettre directement le diffuser ou le caster sur sa télé. Donc on a mis ça dans un ensemble. Et la plupart, vous voyez, regardent l'ensemble, quasiment l'ensemble des matchs, s'ils vont pas au stade, quand ils peuvent. Donc en moyenne, vous voyez, hein, bon, qu'on est sur le supporter vraiment intéressé par le foot, ils regardent quasiment plus de 29 matchs de leur club. Alors si on rajoute les matchs, je vous ai dit, ils vont 8 fois en moyenne au stade et ils regardent en moyenne 29 matchs à la télé. On sait que sur une saison, on a 38 matchs. Donc ça veut dire qu'ils suivent quasiment l'ensemble des matchs, tous les matchs à l'extérieur, plus les matchs qu'ils vont voir au stade et le reste à la télé. Donc vous voyez, ils suivent quasiment tous les matchs. Et c'est encore plus le cas pour les supporters du PSG et de Marseille, puisqu'on a vu aussi qu'ils allaient un peu moins régulièrement au stade que les autres clubs, peut-être pour une raison aussi de disponibilité de place. Donc ils suivent à la télé. Donc finalement, qu'est-ce qu'on peut retenir du profil du supporter de Ligue 1? Surtout des hommes. Alors on retrouve tous les âges, toutes les catégories socio-professionnelles. Ce sont des pratiquants de foot, soit il y a quelques années ou même récemment. Ils supportent un club depuis des années, ce sont de fidèles supporters et ils suivent aussi de nombreuses compétitions euh, européennes, voire mondiales. Et on les voit aussi également, que ce soit au stade ou à la télé. Voilà sur cette partie profil du supporter. Maintenant, je vais arriver sur des questions qui sont plus maintenant centrées sur l'actualité. Comment les supporters ont vécu la crise sanitaire et comment ils comptent revenir au stade. Euh, Pardon, je ne suis pas sur le bon écran. Voilà. Donc sur l'abonnement, là, on a souhaité savoir parce que bon, l'année dernière, pas mal se sont réabonnés finalement en juin, juillet, et finalement on s'est retrouvé dans un deuxième puis troisième confinement, et puis finalement on n'a pas pu aller au stade de l'année. Donc est-ce que les abonnés un peu peut-être que certains pourraient nous dire, puisque les campagnes d'abonnement ont redémarré il y a quelques semaines, est-ce que vous avez des difficultés à retrouver des abonnés, ou est-ce que ceux qui étaient abonnés l'année dernière ou les années d'avant se sont réabonnés? En tout cas, nous, là, sur les supporters, ce qu'on constate, c'est que les trois quarts ont prévu, enfin, vous voyez, 79% ont prévu de se réabonner. C'est-à-dire qu'ils étaient abonnés en 2019, voire même en 2020, même s'ils n'ont pas pu y aller. Et 8 supporters, enfin 8 abonnés sur 10 comptent se réabonner. Et encore plus, vous voyez, au Stade Rennais ou à Lille, et un petit peu moins à Lyon ou au PSG. Mais en tout cas, voilà, l'envie de revenir et de se réabonner est là. Et également sur les supporters, sur ceux qui nous ont dit faire partie d'une association de supporters, la plupart comptent rester adhérents à cette association et supporter son club favori. Donc là, on a une réelle envie de repartir et de retourner au stade. Alors, peut-être dans le chat, vous pouvez nous dire si sur vos campagnes de réabonnement, si ça démarre timidement, ou si vous êtes plutôt optimiste, comme le sont aujourd'hui les supporters qu'on a interrogés. Sur le retour au stade, du coup, puisqu'on voit qu'une grosse partie sur la partie qui était abonnée ont envie de se réabonner, on leur a demandé s'ils comptent retourner au stade et à quelle fréquence. 90%. Alors là, on n'est pas que sur les abonnés, on est aussi sur ceux qui viennent à quelques matchs. La plupart, 9 supporters sur 10, comptent se retourner au stade à la même fréquence, voire plus souvent. Donc là, c'est intéressant, hein, ça vient confirmer que on a envie de reparticiper à des événements, que ça soit sportif ou culturel. On a envie de se retrouver avec ses amis, et on voit que là, on va, bon, si on retourne pas en espérant dans une quatrième vague, et qu'il n'y ait pas trop de contraintes, en tout cas, l'envie, elle est là, autant qu'avant, voire pour certains un peu plus qu'avant. On en perd très peu finalement, que 10% nous disent moins qu'avant, et on voit ce sont les plus âgés. Et on le sait, nous, sur des enquêtes qu'on a pu faire pendant le Covid, les plus âgés peuvent avoir une petite, comment dire,
un peu freiné par le Covid, de se dire attention, j'ai un peu, j'ai pas envie de me retrouver avec du monde. Mais vous voyez, ça reste quand même très très minoritaire. Et on est quand même, la plupart veulent revenir au stade ou y retourner même plus qu'avant. Et vous le voyez, même on retrouve même si les femmes restent minoritaires, ceux qui venaient avant ont envie de revenir et aussi beaucoup les jeunes. Pardon. Alors on leur a demandé, vous voulez revenir au stade, mais est-ce que les clubs doivent mettre en place des mesures sanitaires et lesquelles vous semblent les plus importantes pour revenir? Donc là, sans équivoque, on retrouve finalement une attente du pass sanitaire, c'est-à-dire qu'il y a un contrôle à l'entrée des stades, que les personnes soient vaccinées euh, ou qu'ils aient un test PCR de moins de 48 ou moins de 24 heures selon les conditions. Mais voilà, en tout cas, il y a une attente loin devant la mise à disposition de gel hydroalcoolique ou le port du masque. C'est vraiment qu'il y ait un contrôle du pass sanitaire à l'entrée du stade. Et vous voyez un peu plus sur les personnes, plus c'est vraiment croissant selon l'âge. Plus on monte en âge, plus il y a une attente sur qu'il y ait un contrôle des personnes sur ceux qui soient vaccinés ou un test PCR pour pouvoir être vraiment rassuré de venir au stade ou de se réabonner. Donc ça confirme les enquêtes d'opinion qui viennent de sortir, hein, avec l'annonce de Macron il y a une semaine sur le contrôle du pass sanitaire là dans les lieux culturels dès aujourd'hui. Dans les enquêtes d'opinion, on est à peu près sur cet ordre d'idée, hein, 60% des Français sont d'accord avec cette mesure pour pouvoir aussi être rassurés de venir dans les lieux, événements culturels ou sportifs. Maintenant, je passe sur la partie télé-internet. Donc, je le rappelle, hein, la plupart suivent les matchs à la télé ou sur Internet. Euh, bon, on voulait tester, est-ce que un résultat, on va dire, on n'a pas pu le comparer puisqu'on n'a pas. C'est une question qu'on n'a pas trouvée dans d'autres enquêtes. Il faudra le suivre les années prochaines. On voulait voir est-ce que le foot féminin, qui commence à être de plus en plus médiatisé, est-ce qu'il est suivi par les supporters? 39% nous ont dit regarder le football féminin à la télé ou sur Internet. Alors, ce qui nous a surpris en termes de pourcentage, mais finalement, voilà, c'est une réalité, c'est intéressant. 39% le suivent. Alors, avec forcément les supporters lyonnais et les supporters parisiens qui, eux, ont des équipes qui sont quand même féminines, qui sont devant de la scène et qui dominent la saison régulière ou les championnats européens. Et les supporters lyonnais ou parisiens suivent beaucoup plus le foot féminin que les autres clubs. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que les plus de 65 ans le suivent aussi pas mal à la télé, contrairement un peu aux jeunes là qui les suivent un petit peu moins. Mais c'est intéressant à savoir sociologiquement. On l'a vu, les personnes âgées vont un petit peu moins au stade, suivent plus à la télé et finalement ils suivent aussi plus le foot féminin. Alors, on voulait voir avant le Covid comment ils regardaient la Ligue 1 à la télé ou sur Internet. Alors, 80% des supporters le suivent principalement via un abonnement payant à une chaîne de télévision, que ce soit un abonnement online, parce que maintenant il y a des offres directement 100% online, ou des offres télé en lien avec une box ou une box Internet ou une box dédiée. Donc là, 80% nous disent le suivre principalement via un abonnement. Et tout de même, si vous cumulez le streaming illégal, on leur a posé la question. Donc il y a 20% qui regardent le foot à la télé exclusivement via des sites de streaming. Et une partie font les deux. À la fois, ils ont un abonnement payant, mais cet abonnement payant ne leur permet pas de suivre tous les championnats, puisqu'aujourd'hui, plusieurs chaînes se partagent les droits. Et donc, du coup, une partie font les deux. Vous voyez, 12% font à la fois du streaming et sont abonnés à une chaîne. Alors, qui regarde plus en streaming? C'est un peu plus ceux qui sont jeunes, hein, plus les jeunes, ceux qui regardent un peu moins de matchs à la télé, et à l'inverse, ceux qui sont le plus abonnés, hein. On a les plus âgés, un peu plus, les femmes aussi regardent plus à la télé parmi celles qui suivent le foot, et également ceux qui ont besoin de suivre tous les matchs, quoi, que ce soit les matchs de Ligue 1 ou les matchs des autres compétitions, et un petit peu moins les jeunes. Alors là, on voulait voir, est-ce que du coup,
comment ils ont regardé, suivi les matchs à la télé pendant la crise et comment ils comptent le faire la saison prochaine. Donc forcément, ils n'avaient pas accès au stade, donc ils ont regardé beaucoup plus les matchs à la télé. 44% l'ont suivi beaucoup plus qu'avant. Et là, on retrouve finalement les jeunes. Les jeunes, avant, le suivaient un peu, aller au stade, le suivaient un peu à la télé, mais là, vu qu'ils ne pouvaient pas y aller, bah, ils l'ont regardé beaucoup plus qu'avant. Euh, et l'année prochaine, sur le graphique à côté, c'est intéressant puisqu'ils comptent du coup, certains ont dû souscrire à des abonnements et bah, c'est pas parce que les stades vont réouvrir qu'ils vont arrêter. Une partie, 23% d'entre eux vont continuer à le regarder autant qu'avant, voire plus, quoi. Donc, en tout cas, la pratique télévisuelle risque a été augmentée pendant la crise et cette augmentation va perdurer dans le temps parce qu'il y a eu souscription d'abonnements. Alors, à quoi ils vont s'abonner la saison prochaine en termes de diffuseurs de Ligue 1, bah, avec notamment, on voulait voir, on voulait tester l'arrivée d'Amazon, Amazon Prime. Donc 39% nous ont dit s'abonner, qu'aller continuer à s'abonner enfin continuer, aller s'abonner à Canal, et 38% aller s'abonner à Amazon Prime et 29% à beIN Sport. Donc on voit bien là, on a quasiment c'est assez bien réparti, un peu plus sur Canal, mais une partie, bah, du coup, vont s'abonner à Amazon Prime pour pouvoir suivre la Ligue 1 et leur club favori. Et vous voyez, par contre, l'abonnement, il y a Amazon Prime, il y a plus un intérêt auprès des jeunes et notamment des 25-34 ans, 47%, et de ceux qui avaient déjà un abonnement Prime vidéo, qui se disent, bah, moi, je paye déjà mon abonnement à 4-5 euros par mois ou 48 euros l'année. Bah, je vais pouvoir rajouter en plus 12 euros, ou je crois que c'est 12,90 € par mois pour avoir accès à la saison régulière de Ligue 1 de l'ensemble des clubs. Donc voilà, ceux qui comptent s'abonner à Amazon, c'est plus les jeunes et ceux qui étaient déjà abonnés. Et un peu moins, vous le voyez, les personnes âgées, plus de 65 ans, qui, eux, comptent rester fidèles à Canal à 52%, vous le voyez, alors que sur l'ensemble des supporters, on est à 39%, comptent continuer à rester à leur chaîne favorite. Après, en dessous, vous avez MyCanal et beIN Sport Connect, qui sont aussi des abonnements, mais là, totalement online, qui restent encore minoritaires par rapport aux abonnements classiques. Donc, pour poursuivre sur les diffuseurs de Ligue 1, on a posé des questions par rapport à l'arrivée d'Amazon. Puisque c'est d'actualité, on a vu Amazon a retransmis Roland Garros aussi en night session au mois de juin. Là, maintenant, ils viennent d'acheter les droits pour la Ligue 1. Donc, on veut voir quelle est la perception par les supporters de foot euh, de l'arrivée d'Amazon. Donc, on leur a demandé, parmi les diffuseurs, sur lequel préféreriez-vous regarder la Ligue 1? Donc là, qu'est-ce qu'on voit? C'est que 61% des supporters préféreraient, mais bon, après, ils n'ont pas le choix par rapport aux droits télé, hein, de regarder la Ligue 1 aujourd'hui sur Canal+. Seulement 17% sur Amazon, même si on a vu plus de 17% comptent s'abonner, parce qu'ils ont quand même envie de suivre la Ligue 1, mais une grosse partie aurait préféré regarder sur Canal+. Peut-être certains en plus ont un abonnement et ils vont devoir se désabonner. Donc la majorité des supporters préféreraient sur Canal. Alors pourquoi? On avait une question ouverte. Alors là, je ne vous ai pas proposé l'ensemble des verbatims, mais on en avait plein. On vous a mis les plus marquants. Alors pourquoi une grosse partie choisit Canal? Et là, on a mis un peu des verbatims qui sont représentatifs de ce qu'on a pu lire, hein. C'est parce que certains voient une légitimité dans Canal+. Ils adorent leurs commentaires, leur façon de gérer les matchs. Avec le Canal Football Club le dimanche, voilà, il y a un rituel qui était mis en place avec Canal Football Club, le match du dimanche. Et puis Canal qui diffuse le diffuseur historique. Les matchs sont super bien filmés, les actions sont nettes. C'est une chaîne française, experte, une vraie maison du sport, alors que pour l'instant Amazon est le contraire pour certains du sport et des valeurs de ce sport. Sur la qualité de retransmission, pour beaucoup, le foot c'est Canal et c'est la chaîne historique. Par contre, pour ceux même s'ils restaient minoritaires, je rappelle 17%, pourquoi choisir Amazon?
Là, parce que certains nous disent c'est plus accessible, il n'y a pas ou peu de changement du tarif. Aujourd'hui, c'est compliqué de regarder les matchs de foot quand il y a d'autres priorités budgétaires. C'est plus simple et moins cher. Certains ont déjà un abonnement Prime et du coup, de prendre l'abonnement à 12 euros, bah, ça va être moins cher que de s'abonner à Canal où on est des fois sur des abonnements à 30 ou 40 euros, même si des fois il y a des offres. Mais voilà, là, on est plus sur des raisons. Je choisis Amazon parce que ça risque d'être moins élevé en termes de prix, plus abordable. Et on le voit auprès des jeunes. Alors, maintenant, on leur a posé aussi la question, est-ce que pour vous, ces opérateurs permettent-ils à la Ligue 1 d'être visible par le plus grand nombre? Là, on voit que bah, on retrouve finalement ce qui s'est dit auparavant, c'est que pour la plupart des supporters, oui, Canal permet aujourd'hui à la Ligue 1 d'être visible par le plus grand nombre, surtout avec Canal Football Club qui est finalement, même si on n'a pas l'abonnement, qui est diffusé en clair. Pour Beansport aussi, et pour l'instant, Amazon, même si ça reste récent. Alors, cette décision a été prise il y a quelques semaines. On peut se dire ça reste minoritaire, il faudra le remesurer l'année prochaine. Peut-être qu'on sera au même niveau que Canal ou beIN, mais pour l'instant, seulement 36% pensent que ces opérateurs permettent à la Ligue 1 d'être visible. Et vous voyez, on retrouve, hein, c'est plus les jeunes qui pensent que quasiment presque les 18-24 ans, quasiment la majorité pense que ça permet à la Ligue 1 d'être visible. À l'inverse, euh, sur Canal, on retrouve les habitués du foot. Alors, là, on leur a demandé est-ce que l'attribution des droits à Amazon est-elle une bonne chose ou une mauvaise chose? Pour l'instant, au bout de quelques semaines, la plupart, enfin, la plus grosse partie des supporters pensent que c'est une mauvaise chose. Ils ne voient pas l'arrivée d'Amazon d'un bon œil, hein. 45% voient l'arrivée comme une mauvaise chose. Seulement 20% voient l'arrivée d'Amazon comme une bonne chose. Et un peu plus chez les jeunes et ceux qui ont l'habitude de regarder en streaming illégal. Puisque, comme je vous l'ai dit, pour des raisons de coût, c'est plus accessible. Alors, pareil, on a posé la question, on retrouve pourquoi c'est une bonne chose, parce qu'on retrouve la notion de l'accessibilité en termes de prix, c'est très peu cher, car Amazon peut proposer un abonnement pas trop cher à l'année, tarif plus accessible, abonnement moins cher, c'est vraiment le prix qui fait la différence. Et pourquoi c'est une mauvaise chose? Parce que là, il y en a certains qui pensent que c'est vraiment un intérêt économique, parce que ça lui oblige de prendre un nouvel abonnement et du coup de garder Canal et de prendre un abonnement supplémentaire. Voilà. Et aucune visibilité à ce stade sur l'accessibilité. Donc, est-ce qu'il y a une confiance, mais ça vient. La plupart une grosse partie des supporters pensaient que c'était une mauvaise chose. Et est-ce qu'ils ont confiance en Amazon comme acteur pour diffuser la Ligue 1? Là aussi, on est sur une partie ne savent pas, mais on est quand même 43% qui n'ont pas confiance pour l'instant sur ce diffuseur. 36% en confiance et on retrouve plutôt les jeunes et ceux qui regardent en streaming qui ont confiance à l'arrivée d'Amazon. Ceux qui sont abonnés depuis longtemps à Canal, à beIN, ont moins confiance. Et enfin, à long terme, est-ce qu'ils pensent qu'Amazon puisse devenir un diffuseur majeur et historique? Là, on retrouve pour l'instant le non, aussi à 42%. Donc c'est assez logique, hein, tous ces chiffres par rapport à ce que j'ai pu dire avant. Donc une incertitude pour l'instant en tant que Amazon comme diffuseur à long terme de la Ligue. Voilà. Voilà, je vous ai présenté l'ensemble des résultats. Donc ce qu'il faut retenir, je passe rapidement, mais les supporters de foot et ce qu'on a pu faire, nous, sur des enquêtes auprès de clubs directement de Ligue 1, c'est que les supporters sont majoritairement des hommes, mais après, en termes de tranche d'âge et de catégories socio-professionnelles, on retrouve l'ensemble des âges et des catégories socio-professionnelles. Les supporters qui, quand on vient au stade, on regarde aussi les matchs à la télé. Ça va de pair. Il n'y a pas deux types de pratiques. Et l'attente aussi, une attente forte sur le pass sanitaire et le contrôle à l'entrée des stades. Et enfin, sur l'arrivée d'Amazon, vous voyez, c'est encore mitigé. En tant que diffuseur, ça ne fait pas l'unanimité.
à part sur les jeunes où c'est un peu plus populaire et sur ceux qui regardent aujourd'hui les matchs en streaming. Voilà, j'en ai terminé de ce qu'il fallait retenir. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ça? Ouais, merci Olivier. Je vais en effet te donner les questions qui sont remontées via le chat, notamment sur le sujet sur Amazon. On va commencer par ça nous fait une bonne transition. Il y a Benjamin qui nous demande, alors je pense qu'on y a répondu en partie, mais j'aimerais bien avoir ton avis de synthèse sur le sujet. En fait, pourquoi les gens ne choisissent pas Amazon? Est-ce que c'est vraiment du boycott pur et simple ou est-ce que c'est un peu plus complexe que ça? Et j'aimerais bien peut-être qu'on discute de comment ce désamour, ce désaveu pour Amazon risque d'évoluer dans les prochains mois et les prochaines années s'il continue à être diffuseur officiel. Bah, ça, faudra le vérifier dans le temps. Là, aujourd'hui, c'est encore l'arrivée d'Amazon dans le sport. Je l'ai évoqué. Il y a eu Roland-Garros en Night Session. Il y a eu maintenant, il y a l'arrivée de la Ligue 1. On verra ce que ça peut donner. Ça change un peu les pratiques hein, et les diffuseurs historiques, même si beIN, finalement, c'est pas si vieux que ça. Mais en tout cas, Canal+, ça fait des années que c'est le diffuseur officiel. Et il faudra suivre dans le temps parce qu'on sait aujourd'hui aussi les changements de comportement. Aujourd'hui, il y a un peu une perception négative parce qu'on a des habitudes. On voit Canal comme le diffuseur historique, mais on sait aussi que les opinions peuvent changer très vite lorsqu'on a besoin de suivre, notamment ses clubs favoris. On peut avoir des opinions qui changent rapidement. Et finalement, on voit, là on l'a mesuré, même si ça reste pour l'instant perçu comme une mauvaise chose, perçu négativement, même à long terme. Peut-être que l'année prochaine, on n'aura pas le même résultat. Et d'ailleurs, est-ce que dans les réponses aux questions ouvertes, les supporters retiennent ce qui s'est passé avec Mediapro et le mentionnent, ou alors pas vraiment, c'est plutôt de l'histoire ancienne et ils sont passés à autre chose? Bah si, c'est ce que je montrais sur certaines phrases. Pourquoi ne pas choisir ou ne pas avoir confiance en Amazon? Ça ressortait ça. Après, il y a quand même Mediapro était pas connu. Oui. Il y en a certains qui l'ont évoqué dans du verbatim, mais en termes de représentativité, bon, ça reste que des cas particuliers qui l'ont évoqué. Mais oui, sur le côté économique, se dire est-ce que je vais me réabonner? Est-ce que je peux avoir confiance en Amazon comme acteur économique? Bon, Amazon fait un peu moins peur en termes économiques, puisqu'on en a parlé beaucoup pendant la crise. Ça reste quand même un poids lourd mondial. Bon, pas sur les mêmes activités, mais voilà. Et je pense que il fera plus vite ses preuves que Mediapro. Mediapro n'était pas connu et ça a rapidement fait faillite au bout de quelques matchs. Il y a une autre question de Benjamin, toujours sur le sujet d'Amazon, qui nous dit qu'avec une offre qui est 50% moins chère que les offres historiques beIN, Mediapro, autour de 12 € par mois, est-ce que tu penses que ça peut modifier la fréquence de venue au stade du supporter? Parce qu'en effet, si on compare 12 € par mois par rapport à un budget de 20 matchs à 14 € ou 15 €, ça fait un budget d'environ 300 €. Donc, il y a une petite différence par rapport à ça. Est-ce que tu penses que ça peut avoir un impact sur la fréquentation des stades? Moi, je pense pas. Je pense que, et on le voit dans les résultats, hein, l'arrivée d'Amazon est plutôt mieux perçue chez les jeunes qui avant regardaient en partie les matchs en streaming. Donc, au final, on a vu que les supporters, ils suivent quasiment tous les matchs de leur équipe favorite, que ça soit sur ceux qui vont au stade ou que même ceux qui vont au stade, ils regardent à la télé, ou ceux qui vont pas au stade regardent à la télé. Et ils suivent aussi les autres compétitions. Et ces autres compétitions, aujourd'hui, elles sont diffusées soit sur Canal, soit en partie sur beIN, parce que ça soit on a vu l'Euro ou autre. Donc la plupart aujourd'hui, finalement, c'est une offre complémentaire qui permet de rendre accessible peut-être sur ceux qui regardaient légalement et qui ne s'abonnaient pas à Canal ou à beIN parce que c'était trop cher et qu'ils n'avaient pas les moyens. Du coup, ils regardaient illégalement et là, ils se disent, pour 12 € par mois, je vais peut-être aller les mettre pour pouvoir avoir accès au match. Donc moi, pour moi, sur ce que je vois sur les résultats, à suivre dans le temps, en tout cas sur plutôt les jeunes, on va récupérer une partie de ceux qui regardaient en streaming, notamment pour la Ligue 1, qui vont du coup s'abonner à Amazon. Et les autres, vu qu'ils, pour l'instant, même s'ils ont une confiance
modérée ou même négative. Certains vont le boycotter, mais on le voit, même si Amazon a fait beaucoup le buzz pour d'autres activités, notamment de livraison, d'achat. Dans les enquêtes qu'on a pu faire sur d'autres sujets, finalement, beaucoup achètent sur Amazon en termes de rapidité et autres. Alors, entre la réalité de dire oui, j'ai une mauvaise image et après passer à l'acte, je commande pas sur Amazon, il y a toujours un gros delta. Là, ça va être pareil, je pense. Il y a une vision plutôt négative, mais vu que j'ai envie de suivre mes matchs de Ligue 1, je vais quand même y aller. C'était un peu le cas comme on avait sur beIN Sport, ou l'arrivée de Mediapro. On se dit, bah mince, ça fait l'arrivée encore d'un autre diffuseur, mais bon, j'ai envie de suivre les matchs. Et là, ce qu'on a l'avantage avec Amazon, c'est qu'on est sur une offre un peu compétitive. Donc pour moi, ça va permettre d'aller chercher des personnes qui ne s'abonnaient pas et qui du coup vont profiter d'aller s'abonner et d'avoir accès à la Ligue 1 en payant. Ouais, ok. Et alors, et aussi, alors, à la question, est-ce qu'ils vont aller moins au stade? Pour moi, je pense pas, parce qu'on le voit, hein, les personnes vont en moyenne 8 fois au stade et regardent une trentaine de matchs à la télé, donc ils suivent quasiment tous les matchs. Donc, c'est complémentaire. Je veux dire, on va au stade et on regarde à la télé. Le supporter, vous l'avez vu, il fait vraiment tout, quoi. Ok. Alors, sachant que ça fait pas 12 euros par mois, c'est 12,90 € plus il faut payer l'abonnement de 5 € ou l'annuel qui est à 48 €. Donc, on est plutôt aux alentours de 17-18 € l'abonnement par mois. Il y a une autre question d'Arnaud qui est intéressante, qui nous demande en fait s'il ne faudrait pas mesurer la croissance ou l'évolution du visionnage en streaming illégal. Alors c'est vrai que là on a posé un data point puisqu'on l'a mesuré et on est autour de 20% si mes souvenirs sont bons. Est-ce que toi tu avais déjà sur des enquêtes précédentes une autre donnée qui se compare à ce 20% ou est-ce que pour l'instant c'est point de départ et en effet on pourra se mettre à mesurer ce taux à l'avenir pour mesurer l'évolution? Sur le streaming illégal, non. Alors après, c'est 20% qui font exclusivement du streaming illégal. Ouais. Donc c'est un supporter sur 5 quand même. Ça reste pas non négligeable. Et 32% qui font les deux. C'est-à-dire qu'ils n'ont qu'une chaîne, mais ils ne peuvent pas s'abonner à toutes les chaînes. Et il y a une partie des compétitions qui suivent en streaming. Parce que ce n'est pas sur leur abonnement qu'ils ont soit beIN ou Canal, notamment. Même si beIN ne va plus, j'ai vu un commentaire, ne va plus diffuser la Ligue 1 l'année prochaine. Mais voilà, il faudra le suivre dans le temps. C'est un premier chiffre. Nous, on a des éléments de... alors là, j'ai plus les chiffres en tête, je pourrais vous le donner, ou si on fait une réponse aux questions, la suite du webinaire, on a des éléments sur les Français et la manière dont ils regardent la télé en général, donc ils regardent des choses pas forcément en streaming, mais qui regardent des podcasts, qui regardent des choses sur Internet, des vidéos, des YouTube. J'ai des choses là-dessus, mais pas dédiées au foot. Donc, c'est quand même en progression. Alors, pas forcément le côté illégal. Le fait qu'il y ait eu le Covid, ça a modifié pas mal de pratiques, notamment numériques. Moi, je l'ai mesuré sur des pratiques culturelles, pas sur les pratiques sportives. Et là, on l'a vu sur les pratiques sportives. Finalement, on a la même chose. Beaucoup, du coup, se sont retournés sur la télé. Et on l'a vu, les Français ont beaucoup plus regardé la télé d'une manière générale. Et ceux qui ont des pratiques culturelles ou des pratiques sportives l'ont aussi beaucoup plus fait. Ils sont allés chercher du contenu. Et sur la partie culturelle, on l'a mesuré. Ça va perdurer dans le temps. Ces pratiques se sont un petit peu confirmées. On l'a fait récemment, il y a quelques mois. Il faudrait le refaire là. Ça pourrait être intéressant d'ailleurs sur vos besoins un peu de chiffres pour voir ce qu'on pourrait mesurer dans une prochaine enquête sous forme de baromètre ou compléter cette étude. Ce qui fait une transition avec une autre question qui a été posée en début du webinaire par Arnaud qui dit et les Girondins, est-ce qu'on les a interrogés? Pour revenir un tout petit très rapidement sur la méthodologie, ce qu'on a fait, c'est qu'on a en effet fait un focus sur les 5 clubs qu'on citait tout à l'heure, pour lesquels on a recruté plus de répondants, autour de 300 à 400. Les Girondins, on a interrogé une cinquantaine de supporters. On aurait pu bien évidemment aller beaucoup plus loin en décidant d'aller recruter plus particulièrement des supporters du club des Girondins de Bordeaux. C'est vrai pour les Girondins, mais c'est vrai pour tous les clubs de Ligue 1. Là,
étant donné qu'il fallait qu'on ait un échantillon qui touche à peu près tous les clubs, on a recruté vraiment de manière, on va dire, naturelle un peu partout, mais on aurait très bien pu construire un échantillon dans lequel on allait sur-recruter, plus particulièrement des supporters des Girondins de Bordeaux. Et si je peux ajouter, il y a eu, comme le disait Jérémy en intro, 300 à 400 supporters des 5 clubs qu'on a identifiés, plus 600 d'autres clubs divers et variés. Mais cette méthodologie par les réseaux sociaux et que propose Episto permet, nous, justement, si un club se dit « je veux enquêter mes supporters rapidement », on peut le faire. Et ce qu'on a fait sur Lyon, Stade Rennais, dont je suis supporter, je le place à ce moment-là. Ou Lyon, on sait, nous, que les supporters d'un club au niveau télé, ça peut être plus large, mais au stade, le rayonnement, il est plutôt, des fois, métropolitain, voire département. Ça reste la majorité des publics qui sont présents au stade. Donc, on a aussi ciblé après au territoire et aux communes, par exemple, d'Ille-et-Vilaine pour le Stade Rennais. Ouais, bien sûr. Trouver rapidement les supporters qui nous intéressaient. C'est ça. Une autre question d'Arnaud, qui nous demande si on a posé la question du budget que le supporter va consacrer à son club, que ce soit en billetterie, merchandising et abonnement aux chaînes spécialisées de diffusion. Je ne crois pas qu'on l'ait posé. Néanmoins, je pense qu'on a posé des questions qui nous permettent de valider qu'il y a un vrai engouement qui est toujours là dans cette saison post-Covid pour le club, en fait. Que ce soit en fait d'aller en stade et le fait de s'abonner à ces chaînes de diffusion. C'est bien ce qu'il faut retenir, tu confirmes? Oui, on pourrait. On a vu qu'un supporter venait en moyenne à 8 matchs. Donc, il faudrait calculer le prix moyen d'entrée, faire un petit benchmark sur les différents tarifs de l'ensemble des clubs. En moyenne, un match, on est plutôt aux alentours de 15, 20, peut-être 25 euros. Peut-être que certains peuvent nous dire c'est quoi leur moyenne de prix sur l'ensemble des places proposées. C'est un peu moins quand on s'abonne. Donc ça donne quand même un ordre d'idée. Si on part sur 20 euros, 8 fois 20 euros le match, ça fait déjà 150 à 200, peut-être un peu plus, 150 à 200 euros investis par an, plus l'abonnement télé. On a vu que la plupart étaient abonnés, 80%. Et l'abonnement, ça dépend si on bénéficie d'une offre ou pas. Hein. Mais l'abonnement, ça aussi entre 15 et... Sauf Canal, où là, il y a une offre plus poussée. Mais ça peut aller de 15-20 euros jusqu'à 30-35 euros. Donc ça donne un peu le budget. Finalement, on est entre 250 et 500 euros investis dans le foot entre l'abonnement télé plus l'avenue au stade. Ok. Donc c'est intéressant. Alors après, il faudrait qu'on le croise entre... les catégories socio-professionnelles aisées et moins aisées, l'étudiant ou le retraité. Mais là, c'est une moyenne sur l'ensemble. Et on a vu que certains vont peut-être dire « Ah ouais, ça peut faire beaucoup sur un ouvrier hôte s'il met 500 euros par an et puis en plus s'il vient en famille. » Bon, faudrait un peu le corréler. Peut-être qu'ils prennent des abonnements un peu moins chers, ils viennent peut-être un peu moins au stade. Ça, c'est à vérifier. C'est une moyenne entre deux. On pourrait le calculer. D'accord. Ok. Très clair. Ok. Je crois qu'on a répondu à toutes les questions. N'hésitez pas à en poser une dernière si vous le souhaitez. Dans l'attente, ce qu'on peut dire, c'est que bien évidemment, vous allez recevoir un lien de replay de ce webinaire qui vous permettra du coup d'aller piocher plus spécifiquement le contenu qui vous intéresse particulièrement. On vous enverra aussi un lien vers un questionnaire de feedback. C'est très important pour nous que vous puissiez donner votre avis et nous faire un retour sur le contenu, éventuellement nous suggérer du contenu, des questions que vous auriez aimé que l'on traite ou qu'on pourrait traiter à l'avenir si on décide de refaire cette étude dans quelques mois, une fois que les gens auront justement notamment commencé à utiliser Amazon comme diffuseur de Ligue 1. Donc, merci par avance de prendre les 2 minutes, c'est très court pour répondre à ce petit questionnaire. Et nous, on se permettra en effet de répondre à vos questions si vous avez d'autres questions qui viendraient par la suite en vous envoyant un mail ou en vous recontactant par téléphone. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Olivier, de ton côté? Non, pour moi, c'est bon. Hein. J'espère que ces premiers résultats vous ont intéressé et confirment certaines tendances que je pensais, notamment au réabonnement,
notamment aux supporters de retourner au stade, l'attente en termes de règles sanitaires, et peut-être notamment sur le questionnaire que vous allez recevoir, si vous avez, même si il y a des questions qui ont été mises sur le budget, c'est peut-être quelque chose qu'on pourra confirmer sur une prochaine enquête. Qu'on pourra refaire à l'avenir. À quelle fréquence, ça, il faut qu'on y réfléchisse. Mais si vous avez d'autres sujets sur lesquels vous voudriez, vous trouveriez intéressant qu'on creuse, n'hésitez pas à nous en faire part. Ça pourrait être peut-être des sujets qu'on pourrait vous partager à l'avenir. Et en espérant que la reprise se passe bien pour les prochaines diffusions, prochains matchs. Parce que moi, j'ai hâte de retourner au Stade Rennais qui est là, juste à ma fenêtre, je vois le stade. J'ai hâte de retourner le 8 août au premier match contre le RC Lens, parce que j'ai pas pu retourner au stade et je me suis réabonné. Bravo. J'espère que beaucoup feront comme toi pour le Stade Rennais. Ça marche. Merci beaucoup à tous pour votre participation et vos questions. Et à très bientôt, on espère, pour échanger et creuser sur vos problématiques spécifiques. Merci beaucoup, Olivier. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir.